Donc, pour ceux et celles qui veulent pas se faire enregistrer, vous avez juste à désactiver votre caméra. Mais bien sûr, on aimerait en garder pour avoir une interaction. Moi, je dis toujours, j'aime pas ça parler à un écran. Fait que d'avoir quelques écrans déjà ouverts, c'est parfait. Donc, ceci étant dit, une fois la définition faite, je voulais aller avec la première question. La première question va servir aussi que tout le monde va se présenter. Chacun va se présenter et répondre à la question. Je vais mettre la question dans le chat. OK, voilà. Pourquoi est-il important de tenir compte de toutes vos diversités dans votre vie? Voici la question pour lancer le panel ce midi. Je commencerai avec Lilia. Donc, bonjour. Bonjour. Alors, tu veux on réponde tout de suite à la question, même si, ben, peut-être si les participants ont lu notre. Non, présente-toi avant. Présente-toi qui tu es, puis réponds à la question. OK. Donc, oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Lilia Ramos. Je suis une femme mexicaine, d'origine mexicaine, arrivée au Québec en 2020, mais de façon définitive parce que je fréquentais le pays depuis ma jeunesse. Et je vivais déjà au Mexique avec une intersectionnalité déjà que je ne connaissais pas le nom. Je vis là avec des séquelles de poliomyélite que j'ai acquis dans mon enfance. Et rendu au Québec, oui, cette intersectionnalité, c'est beaucoup plus marqué par le fait d'être immigrante et seule au Québec. Et oui, femme immigrante mexicaine avec, vivant la polio. Donc, pourquoi c'est important aujourd'hui avec les 5 années que je suis déjà installée au Québec, euh, je réalise que c'est important de considérer toutes les facettes de ma personne pour mieux m'épanouir, pour ne pas avoir à me battre pour la reconnaissance de mes droits et je n'ai plus envie, je ne sais pas si je vais tout droit dans le sujet, j'ai plus envie de devoir montrer quoi que ce soit ou qu'on me traite d'héroïne parce que je me suis bien adaptée. Et je trouve que c'est nécessaire que dans tous les milieux, il y a l'accès aux services, à l'inclusion et la présence de tous les secteurs de la population dans les domaines dans tous les domaines, la politique, la santé, l'immigration. Et c'est parce on a tout le droit d'avoir accès à notre épanouissement. Je vais laisser ça comme ça. Merci, Lilia. Tara. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Tara Slade Hall. Mes pronoms sont she, elle, her. Je suis en situation de handicap depuis 25 ans. Alors, mon handicap est acquis. Je suis pas née avec. Je suis anglophone au Québec. Je suis femme lesbienne. Comme beaucoup de personnes en situation de handicap de ma génération, j'ai sorti du placard tard dans ma vie. Euh, quoi d'autre? Attendez, oh, mes accords sont féminins. OK. Je trouve que la diversité, c'est pas seulement comme une étiquette, c'est qui nous suit. C'est de me connaître qui je, tu sais, d'être confortable avec soi-même. Tu sais, je trouve que
comme mon handicap est acquis, ça me prenait beaucoup de temps d'accepter mon handicap. C'est pas facile de changer. Tu sais, on dit que le monde ne change pas, mais si on acquis un handicap, il faut se changer. J'étais une personne très active et mon handicap, j'ai le je suis en train d'apprendre comment dire le nom de mon handicap en français. Alors, patientez. Encéphalomyélite myalgique, euh, qui est la douleur chronique et la fatigue, et il y a toutes sortes d'autres choses qui vont avec, des allergies, etc. Et pour moi, une personne très active, de devenir, ça donne l'impression d'être paresseux, mais pour moi, de rien faire, c'est très difficile. Alors, ça me donne un moyen d'expliquer aux autres. Je trouve que la plupart du monde ne comprend pas pourquoi j'ai une journée de 4 heures. Euh, et de trouver des moyens de s'en occuper pendant notre journée. C'est très important. Alors, il y a beaucoup d'activités pour des personnes en situation de handicap. Et la plupart d'entre nous, on fait du bénévolat. On passe nos journées à faire le bénévolat ou tu sais, nos droits. On n'a pas beaucoup de droits. Alors, on travaille pour chercher nos droits. Nous sommes beaucoup des activistes. Et on se trouve, tu sais, de trouver notre communauté aussi. La communauté, c'est très important. Tu sais, j'en avais pas euh, pardon, un autre de mes séquelles, c'est je dois chercher mes mots. Alors, il faut que vous soyez patient avec moi quand je cherche ma diagnostic. J'avais pas de diagnostic pendant 25 ans. Alors, je me sentais comme la seule personne, tu sais, comme un extraterrestre des fois. Alors, avoir une communauté, c'est très important. Alors, ça nous aide à trouver notre communauté, des autres personnes comme nous. Euh, alors, oui, c'est ça. Merci de passer la parole aux prochaines. Merci, Tara. Marie-Pierre, c'est à ton tour. Est-ce que tu peux activer ton son? Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Pierre Nadeau, j'ai 70 ans, je suis né avec la paralysie cérébrale. J'ai travaillé dans des organismes de personnes handicapées. Depuis plus de 50 ans, je travaille encore. Maintenant, je pourrais retraiter. Puis, pendant une urgence là, de sortir du accord. Puis, avant de... C'est trop important. Mais avant d'être en situation de handicap, on est avant tout des personnes dans tous les sens du terme. On est vos frères ou sœurs, vos voisins ou voisines, vos collègues de travail. On n'est pas juste handicapé, on vit toutes sortes d'intersectionnalité. Je vais m'arrêter là. Merci, Marie-Pierre. On est rendu à Naomi.
Parfait, tout le monde m'entend? Oui. Parfait, juste prévenir d'avance que si vous entendez des bing badam chez moi, je m'excuse, j'ai présentement 9 chats. Et 9 chats, ça fait énormément de bordel quand que ça veut. Moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, inquiétez-vous pas, je parle pas tout seul, je suis pas folle. Juste un peu. Donc, moi, mon nom à moi, c'est Naomi Neptune. Je fais aussi partie d'un organisme à but non lucratif. Je suis dans le conseil d'administration de l'Association de la fibromyalgie de la Mauricie, Centre du Québec. Je vis avec la fibromyalgie depuis 2020. Puis, pourquoi je suis ici en train de vous parler présentement? C'est pour la simple et bonne raison que j'ai 27 ans, je suis jeune, je me coiffe, je me maquille, je m'habille super jolie, j'essaye de sortir, j'essaye d'avoir des activités. Donc, les personnes, ils me disent, ben là, t'es pas si malade que ça. Malheureusement, c'est ma réalité. Je me suis fait énormément mis à l'écart. Je me souviens que quand j'étais à la ronde, ben là-bas, j'ai eu un passe-droit pour couper les fils dû à mon handicap. Je me faisais regarder, je me faisais questionner de c'était quoi mon fameux handicap. Je me suis fait refuser d'aller aussi au zoo de Saint-Félicien à cause que j'ai un animal d'assistance et ils ne voulaient pas que je rentre avec mon animal d'assistance malgré le fait de mes maladies, de mes papiers médicaux et tout ça. Donc, c'est extrêmement important pour moi de casser les tabous. Tu sais, je vais être quelqu'un qui va dire ouais, ben, si j'ai eu une dépression, j'ai fait une tentative de suicide. Tu sais, je vais être quelqu'un qui va parler d'absolument tout. Parce que je trouve ça triste quand que les gens se retiennent de parler, qui se retiennent d'aller chercher de l'aide. C'est de la détresse émotionnelle que j'ai aussi vécue, puis que je suis très compatissante envers les autres pour ça. Donc, c'est important d'en parler. Je dirais que ma principale mission, c'est ça ici aujourd'hui. Est-ce, est-ce que, Naomi, tu peux aussi décrire toutes tes intersectionnalités? Est-ce que là, tu as parlé essentiellement de la Oui, fibromyalgie? ben j'ai un beau montage ici, mais c'est que aussi j'ai un diaporama qui décortique un petit peu tout le montage qui se trouve en arrière de moi. Fait que je sais pas, Marc, si tu veux faire ça à la deuxième ronde de table ou tu veux que je fasse ça tout de suite, mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Fait que, tu sais, je dirais un bon 5 minutes. Fait que je sais pas si tu veux qu'on fasse ça au deuxième tour, là. Ah, tu peux le faire là maintenant. Si c'est pour t'aider Oui. à présenter toute... Oui, parce que ben, je suis une artiste, j'aime les dessins, je suis visuelle, donc j'ai préféré faire ça également aussi visuel pour tout le monde ici présentement. Pour plus de facilité. Marc m'avait donné la permission, donc je me suis permis. Ça sera pas très long. C'est rare que je donne pas la permission à des artistes. Parfait. Donc, dites-le moi si vous voyez pas mon écran ou quelque chose. Oui, Oh, ben, j'ai accroché quelque chose. Euh, J'haïs ça quand ça me cache des affaires. Hmm. Et où la visionneuse? Ah, ici. Ok, parfait. Donc, ça, c'est le montage qui se trouve derrière moi. Je trouvais que ça représentait très bien la personnalité que j'étais parce que, ben, c'est à peu près ça. Je pense qu'il y a des symboles puis des drapeaux que vous allez peut-être reconnaître, là. J'ai quand même fait une brève description du dictionnaire pour les personnes pour qu'ils apprennent mieux à comprendre, là. Donc, ça, ce sont, je dirais, les maladies qui sont les plus importantes parce que tous les symptômes qui dérivent dans mon quotidien, que ce soit autant mental que physique, se découlent à cause de ces deux maladies-là. C'est les maladies de base que j'essaye de traiter qui sont importantes. Donc, oui, il y a la fibromyalgie, comme vous pouvez voir, là, c'est des douleurs qui sont chroniques, d'intensité modérée. Dépendamment les personnes, là, on a toutes des tolérances différentes à la douleur. Donc, c'est pas parce que, mettons, moi, je suis plus douillette que j'ai moins de tolérance à la douleur que j'exagère ou des trucs comme ça. Là. Des fois, là, il y a eu il y a comme un peu la pensée derrière tout ça. Là. Il y a des personnes qui vont mieux tolérer la maladie, d'autres un peu moins. Tu sais. Moi, j'ai dû prendre des opiacés tellement que je tolère pas la douleur. Donc, j'imagine pas accoucher. J'espère que je serai pas rendue là dans ma vie. Puis pour ce qui est du spectre autistique, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi là, qui connaissent un petit peu ça, mais je voulais surtout mettre l'emphase sur que les jeunes qui présentent un TSA sont très hétérogènes d'une personne à l'autre.
C'est pas parce que je suis jolie, je suis capable de parler, que je suis intelligente ou des trucs comme ça, que je suis pas autiste. La misconception de l'autisme d'une personne qui agit comme un enfant de 5 ans, c'est de la vieille mentalité. Il faut arrêter de penser que c'est ça la norme, puis tout ça. C'est tout un bel arc-en-ciel, puis on a toute une certaine couleur dans cet arc-en-ciel-là. Donc, puis aussi, une autre affaire que je voulais parler, que c'était important pour moi aussi de décrédibiliser, du fait que leur capacité à camoufler leurs traits autistiques, les femmes ont de manière générale un risque plus élevé de ne pas être diagnostiquées comme étant autistes. Donc, beaucoup de femmes, on réagit mieux à la société, on essaye de mieux s'adapter, on a une vision de nous-mêmes, une confiance en soi qui fait qu'on a de l'ego, qu'on essaye de plaire, puis des affaires comme ça. C'est la société qui est comme ça, malheureusement. Donc, oui, on s'adapte beaucoup mieux que les garçons. Donc, pour 4 à 5 garçons, pour une fille, tu sais, c'est très, 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 très peu, là. Puis un autre de mes diagnostics à moi, c'est TDAH, trouble du déficit d'attention hyperactif. Et bizarrement, ils ont découvert que toutes les filles qui ont dit autrefois qu'ils étaient TDAH, c'était en fait de l'autisme qui n'a pas été diagnostiqué comme du monde. Donc, chez les femmes, on va dire, non, non, c'est pas de l'autisme que t'as, c'est un déficit d'attention, tu sais, t'es juste un peu dans l'une. Ça le fait beaucoup de retard d'apprentissage dans mon cas, puis tout ça, puis je voudrais pas que d'autres femmes passent par ce que j'ai vécu, parce que j'ai eu énormément de difficultés, beaucoup de rejets, beaucoup de problèmes d'intimidation, donc c'est vraiment important que le monde soit vraiment plus au courant de ces statistiques-là. Donc, désolée d'y aller un petit peu dans la science, puis tout ça, mais c'était des messages qui étaient importants pour moi. Bon, quand je disais que je faisais partie de l'Association de la fibromyalgie Mauricie Centre du Québec, j'ai fait une petite publicité. Les personnes qui sont capables de le faire, vous pouvez faire un screenshot, là, il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est dans le fond un petit peu qu'est-ce qu'on fait au sein de l'association. La première année pour les nouveaux membres est gratuite, là, donc ça vous donne une idée un petit peu de qu'est-ce qu'on fait, là. Ça vous fait faire des essais-erreurs au sein de l'association, puis tout ça. Vous avez les tarifs, vous avez les types d'activités, puis tout ça, qu'est-ce qu'on fait. Puis vous avez aussi toutes les coordonnées au complet, dont aussi mon courriel à moi qui est professionnel. Donc, pour des questions, des trucs comme ça, là, je peux y répondre. C'est sûr que je suis pas la présidente. Je suis juste trésorière au sein de l'association, donc mes pouvoirs sont limités, mais je peux toujours envoyer votre candidature à ceux qui s'occupent de ça. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez en parler à moi si vous vous sentez plus à l'aise ou peu importe. Je vais faire le message, il n'y a pas de problème, là. Donc, ensuite, demandez-moi pas de répéter ce qui est écrit, je vous le dirai pas. J'ai pas été élevée dans la langue Innu. Donc, c'est juste pour parler un petit peu de mes origines. Dans le fond, le symbole que vous voyez, c'est celui des Inuits de Mastaouiache au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez en arrière sur Google Maps un petit peu où ce que ça se trouve. Est-ce que j'ai déjà vécu là? Non, parce que ça fait des générations et des générations que ma famille a déménagé du village autochtone. Donc, c'est pas... c'est pas l'endroit où ce que je vis, mais c'est l'endroit que j'appartiens, c'est l'endroit que je visite régulièrement, que je me bats aussi pour ces causes-là. Donc, c'est extrêmement aussi important pour moi. D'ailleurs, d'autres messages que j'aime me faire passer, par respect pour nous, euh, bon, on dira pas à un noir le N-word, là, tu sais, le mot en N. Je pense que tout le monde, en 2025, ont compris cette idée-là. Malheureusement, il y en a beaucoup qui minimisent les Autochtones par rapport à ça. Parce que dans le fond, pour nous, le mot indien et amérindien, j'ai le droit, je suis de là-bas, j'ai le droit de le dire. Mais c'est extrêmement très, 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 très discriminatoire, en fait, parce que dans le fond, Indien puis Amérindien, c'était des noms qui étaient donnés par les colons blancs quand ils sont venus ici en Amérique, puis qui se sont trompés entre l'Inde et les Amériques. Du coup, c'est pas nous qui avons choisi cette terminaison-là, c'est pas nous qui avons choisi ce nom-là, ça nous a été donné, le gouvernement a voulu nous l'imposer.
ça enlève toute notre identité. Donc, c'est fini. On dit plus qu'est-ce qu'il y a le mot indien dedans. On n'est pas en Inde. Oui, on est en Amérique, mais on n'est pas indien. Donc, autochtone, Première Nation, tu sais, puis, tu sais, un peu aussi comme ben des affaires qu'on a arrêté de dire aussi avec le temps. C'est pas parce que vous allez me le dire une fois là, que je vais vous taper sur la tête avec une règle, là, tu sais, c'est juste par respect de faire attention. Tu sais, c'est un peu comme, mettons, quelqu'un qui est trans, qui fait sa transition. OK, ça va peut-être le blesser là, de se faire migenrer, là, de se dire elle au lieu de il, puis tout ça, mais tu sais, des fois, il faut s'adapter, je comprends. Moi, j'ai de la compassion envers ça, là, fait que c'est tout un changement de dictionnaire, hein. Donc, pas de réserve non plus. Pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas un zoo, on n'est pas des animaux. Réserve, ça nous a été donné aussi comme terme pour dire qu'on a été exclus de la société comme des animaux, mis dans des cages, puis dans des places où est-ce qu'on pouvait pas sortir de là. Donc, village est très important. Et Esquimaux, ça n'a jamais existé. Tu sais, je sais, là, les bisous d'Esquimaux, tu sais, les crèmes glacées, il y en a qui s'appellent Esquimaux aussi, des affaires de même, c'est fini. C'est discriminatoire envers les Inuits parce que, encore une fois, ça a été un nom raciste pour les Inuits, en fait. Ça a été un peu comme traiter un noir d'esclave. Je veux dire, c'est la même affaire. Esquimau, ça a été un mot discriminatoire envers les Inuits parce que ça, honnêtement, je pourrais pas vous dire toute la définition du mot Esquimau, mais c'est ça, c'est un petit peu la même. Donc, c'est fini, s'il vous plaît. Euh, OK, bon. C'est quand je disais là, que ça fait des générations, puis des générations là, que je suis plus sur la réserve, là, c'était juste pour vous montrer un petit peu là, le nom de famille Neptune, ça vient de la réserve autochtone en passant. Donc, on est très peu au Québec. Je pense que si vous essayez de taper mon nom de famille sur Facebook, on va être genre peut-être une vingtaine au maximum. Mais c'est pour vous montrer un petit peu d'où ce que je viens. Moi, je suis de quatrième génération métissée. Donc, le dernier qui était autochtone pur, c'était mon arrière-arrière-grand-père. Puis la famille a décidé de partir du village à partir de mon arrière, justement, grand-père. Aussitôt qu'il y a eu du métis dans ma famille, c'est là qu'on a quitté le village. Donc, c'est pour ça que je vis hors réserve. Donc, oui, je paye mes taxes. Oui, je paye pas mal d'affaires. Oui, j'ai des bénéfices, c'est sûr. Mais non, c'est ça. Pour pas payer de taxes, il faut vivre sur un village. Fait que je vis pas sur un village, donc oui, je les paye. Puis ça, j'ai censuré un peu, mais c'était juste pour le fun de vous montrer à quoi ça ressemblait une carte de statut autochtone. Donc ça, c'est ma carte à moi. Oui, je sais que c'est marqué mineur, mais je remonterai pas jusqu'au Saguenay pour la faire changer. Ça me tente pas, c'est 4 heures de route. Oh. Et je voulais aussi faire un petit aparté aussi parce que ça fait partie de ce que je suis, c'est ma spiritualité. Ça vient de ma maman parce que même si vous avez vu dans le arbre généalogique, même si elle fait pas partie techniquement du sang autochtone, elle a été acceptée par la communauté Innu de Mastaouiache, puis elle a eu des séances très spirituelles avec des chamans déjà présents au village. Donc, elle a eu le droit de porter ce titre-là pendant des années. Puis ça, c'était sa spécialité. Ça s'appelle, dans le fond, une hutte d'oxydation. Là, c'est un peu comme un sauna. C'est un petit peu le même principe. C'est fait, dans le fond, pour purifier. C'est fait, tu sais, parce que dans le fond, les saunas, c'est plus fait pour la méditation, tout ça. Nous autres, on est plus dans un mode de se purifier des mauvaises énergies. Tu sais, c'est comme un filtre, en fait, comme un filtre à café. Des fois, ça nous fait du bien. Ça sort toutes les mauvaises énergies, les mauvais esprits. Tu sais, je veux pas rentrer dans des trucs de les fantômes, ça existe, là. C'est pas ça, là. C'est juste que, oui, malheureusement, dans ma spiritualité, on pense qu'il y a une vie après la mort. Fait que, des fois, c'est bon de pas juste purifier le physique, pas juste de purifier l'extérieur, toute notre enveloppe, mais aussi l'âme. C'est très important. Puis, je voulais faire aussi un petit hommage à ma maman, qui est décédée en 2020 et qui concorde avec le fait que, nota bene, le saviez-vous, la fibromyalgie peut être causée par un traumatisme physique, comme un accident de voiture. Ça, c'est l'ancienne mentalité qu'on a de la fibromyalgie.
Moi, dans mon cas, moi, ça a été le traumatisme psychologique. Donc, j'ai été longtemps dans le déni de la maladie à cause de ça. Le décès de ma maman m'a causé la fibromyalgie. Donc, déjà qu'il faut que je vive avec un deuil constamment, ben, il faut que je vive aussi avec une maladie que j'ai pas choisie puis que j'ai pas voulu avoir. Donc, c'est extrêmement douloureux. Puis même si ça fait presque 5 ans de tout ça, c'est extrêmement marquant. Puis je dirais que j'ai pas fait énormément d'amélioration depuis parce que c'est tout un énorme cheminement qui prend bien du temps puis qui est aussi extrêmement compliqué avec le beau système de santé québécois. Donc, ensuite, le fameux drapeau en arrière. Voilà, dans le fond, comment je pourrais dire ça en langage québécois pour comprendre, le demisexuel, ça fait partie du même spectre que asexuel. Asexuel, c'est quelqu'un, dans le fond, qui va ressentir de l'amour, de l'attirance, tout ça, mais que côté sexuel, aura pas nécessairement des envies, ne voudra pas nécessairement coucher ailleurs ou des trucs comme ça. La demi, c'est pas que genre une journée sur deux, ça me tente puis ça me tente pas, non. Demi, en fait, on donne ce terme-là aux personnes qui doivent avoir une connexion profonde avec la personne avant de pouvoir avoir des relations sexuelles avec. Ce qui est mon cas. Donc, j'ai eu une passe Tinder, j'ai eu une passe que j'ai essayé d'avoir des histoires d'un soir puis tout ça, et j'ai eu un blocage énormément là-dessus. Je peux pas faire ça avec une personne que je connais pas, je peux pas faire ça avec une personne qui est mon amie, je peux pas faire... Tu sais, c'est extrêmement relationnel. Puis je pense que ça fait bien aussi avec pansexuel, parce que dans le fond, pansexuel, c'est être attiré par la personne, sa personnalité, sans regard du genre. Donc, bisexuel, là, tu sais, il y en a beaucoup qui disent pansexuel, bisexuel, c'est la même chose. Dans mon dictionnaire à moi, bisexuel, c'est plus un terme genré, quelqu'un qui va être attiré vers les femmes ou les hommes. Moi, je pense que pansexuel, c'est la ligne jaune au milieu, c'est tout ce qu'il y a le in-between, fait que ce soit les gender fluides, les non-binaires, les trans, tout ça. Moi, tant que la personnalité est belle, tant que la personnalité est adorable, je peux tomber en amour avec toi. Puis ça fit aussi avec le fait que je risque peut-être d'avoir plus d'envie sexuelle envers toi à ce moment-là. Et petit dernier truc aussi, parce que ça fait partie de tous mes trucs maladies. Mon chat qui est présentement couché sur mes genoux, là, qui est ici. Vous pouvez le voir que je l'ai depuis 2015, à seulement un mois, donc il n'a jamais été sevré. J'ai été là pour le sevrer moi-même, puis pour le sauver, donc j'ai une relation très fusionnelle avec ce chat-là. Il a été prescrit par le médecin qui pouvait devenir mon animal d'assistance à ce moment-là, pour la simple et bonne raison que même si je ne suis pas passée par un organisme, je vous le montre juste ici, il y a une association des juristes dans la juridiction qui dit que tant que c'est reconnu médicalement, que ce soit pour n'importe quoi et que la personne en a vraiment de besoin, puis que quelqu'un du système de la santé dit que cette personne-là en a de besoin, techniquement, il a le droit de compter. Puis c'est ça que j'ai été déçue du zoo de Saint-Félicien parce qu'ils ont voulu avoir un certificat. C'est peut-être légitime, mais dans ce cas-ci, tu sais, la loi du Canada dit que si on ne peut pas m'envoyer à telle ou telle activité ou à tel ou tel endroit, ben, il faut qu'il m'accommode en fait. Il faut qu'il trouve un moyen que je puisse quand même avoir exactement les mêmes services que si j'aurais été à la place sans animal d'assistance, ce qui n'a pas été le cas. J'irai pas dans des poursuites judiciaires, ça me tente pas, j'ai pas la mentalité pour ça, j'ai pas dans un mental où ce que j'ai envie de me battre, mais ça peut toujours servir à des personnes qui se disent oh non, tu sais, moi je me permettrai jamais d'avoir un animal d'assistance, comme moi que j'ai refusé d'avoir un chien d'assistance, j'aurais pu tout simplement parce qu'à 9 chats à la maison, et un chien, ça aurait pu être compliqué un tout petit peu. Donc, j'ai préféré prendre le chat avec lequel j'ai une relation le plus fusionnelle. Tu sais, c'est vraiment mon enfant, je l'ai depuis longtemps, tout ça. Donc, c'est légitime. À ce moment-là, il faudrait juste que la mentalité des gens alentour grandisse, mais malheureusement, on n'est pas non plus rendu là, mais ça va venir. Merci, Naomi. Ça donne ça. Super, merci. Freya, à ton tour. Oui, bonjour. Moi, c'est Freya Serafina Dubé-Claveau. J'utilise les pronoms elle et she, they en anglais avec les accords féminins en français.
et je suis une personne non-binaire transféminine. Donc, ce qui veut dire que je suis pas très confortable avec le terme homme ou femme. Spécifiquement, je suis confortable d'être appelée une femme, mais l'identité que j'ai le plus d'attachement avec, c'est cette ligne plutôt floue dans la non-binarité entre la masculinité et la féminité, même si ma présentation préférée, c'est la féminité. Donc souvent, quand je vais me présenter à du monde qui ne sont pas dans des milieux queer, je vais me présenter simplement comme femme trans pour éviter beaucoup d'avoir expliqué toute la complexité de l'identité qui peut être floue. Mais dans des milieux qui sont sécurisants, je vais me présenter comme ça, donc non-binaire et transféminine. Je suis aussi neurodivergente, donc j'ai incluant un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité dans mon cas, beaucoup d'hyperactivité, et aussi je suis autiste. Je suis aussi également pansexuelle et panromantique. Avec mes deux partenaires, je suis polyamoureuse, donc on est vraiment dans une polycule les trois ensemble. Et un point important aussi, je suis proche aidante pour mes deux partenaires qui, elles, sont aussi handicapées. Donc, une de mes partenaires est en chaise roulante avec la paralysie cérébrale et l'autre, la scoliose, et est aussi autiste. Donc, la proche aidance fait partie intégrale de ma vie, en plus de mon handicap qui est relié à de ma neurodivergence, qui est un handicap quand on parle de la diversité capacitaire. Donc, c'est pas tous les handicaps qui sont physiques, évidemment. Donc, ça, c'est l'intersection de la majorité des identités qui vont influencer ma vie et je pense que c'est important de les considérer au complet, surtout quand on se souscrit à un modèle social de l'handicap. Donc, ce n'est pas l'individu qui est handicapé et c'est pour ça que j'ai utilisé les termes « je suis TDAH »,« je suis autiste », puisque c'est des identités, mais c'est la société qui est mal adaptée aux individus. Donc, quand on considère comme ça que la société est construite avant tout avec la majorité en tête, toute personne qui est en dehors des marges va avoir des frictions avec les systèmes qui sont mis en place et toute diversité devient un handicap à un certain point. Évidemment, il y a des handicaps qui sont plus handicapants que d'autres, mais il reste que ces frictions-là sont présentes et sont handicapantes. Donc, même quand on arrive à fonctionner dans ces systèmes-là, que j'arrive à m'épanouir, j'arrive à bien fonctionner ou j'ai l'air de bien fonctionner, les personnes qui sont marginalisées dans ces systèmes-là ont toujours à mettre plus d'efforts et plus de travail pour atteindre un niveau de succès similaire ou d'atteindre les mêmes tâches, le même épanouissement. Et ça rend ça assez difficile. Surtout quand c'est justement des handicaps qui sont invisibles ou de la neurodivergence, il y a beaucoup d'invalidation et même quand c'est pas invisible, l'invalidation et la remise en doute est toujours très, très, très présente, que ce soit dans les domaines médicaux ou simplement interagir avec quelqu'un. Ces handicaps-là sont toujours remis en doute. Donc, je pense que ce panel est assez important pour mettre en évidence que ça impacte la vie de tous. Donc, je pense que ça fait le tour de la question. Ben merci Freya, tu termines bien la boucle de la première question. Vous savez, je vous avais promis beaucoup de diversité. Vous la voyez ici. Ici dans le chat, juste pour toi, Naomi, c'est vraiment beau, Naomi, ce que t'as fait comme présentation. Donc, on va passer à la deuxième. Avant de passer à la deuxième question, est-ce que vous avez déjà des réactions, des questions que vous aimeriez poser sur ce qui vient d'être dit? Ne soyez pas gênés, vous pouvez chatter ou ouvrir votre micro. C'est l'heure de l'échange. Oui, question de Geneviève. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Donc, moi, je tenais à dire que je trouvais vraiment intéressant tout ce que tout le monde a présenté. Moi, personnellement, je suis psychoéducatrice, je suis intervenante, mais je travaille depuis 10 ans auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle, des personnes autistes, des personnes qui ont une déficience physique et aussi des personnes aussi avec des problématiques de santé mentale. Puis, je trouve que chacun a vraiment bien présenté
en expliquant, puis je connais moins, moi, j'ai moins travaillé personnellement avec les associations LGBTQ+, là. Donc, moi, je travaille pour le parrainage civique de l'Abitibi-Témiscamingue, mais je trouve vraiment intéressant que comment vous l'avez bien abordé, bien expliqué, pour justement quand on est moins habitué au thème, pour qu'on comprenne bien. Puis, c'était vraiment bien. Fait que je dirais à féliciter tout le monde pour avoir tout expliqué tout ça. Des fois, on sait, là, on peut se sentir un peu mal à l'aise puis peur justement du jugement. Fait que je trouve ça bien. Félicitations. Merci Geneviève. Est-ce que d'autres ont des questions avant qu'on passe à la deuxième question, le deuxième tour de table? Ben, on va passer au deuxième tour. C'est sûr qu'au deuxième tour, vous allez avoir certainement des questions. Donc, la deuxième que j'ai posée à nos panélistes, vous avez bien pu comprendre qu'elle s'était préparée. Donc, quels sont vos différents défis facilitateurs liés à votre intersectionnalité, de vos identités dans votre quotidien, dans vos vies, dans votre épanouissement? Vous l'avez un peu traité tout à l'heure dans la première question, mais on va y aller plus directement. Et je commencerai cette fois-ci avec Tara. Bon, les enjeux et les opportunités. Oh boy, c'est une grande question. Comme j'avais dit tantôt, je trouve que les enjeux sont différents pour entre les générations. Comme ma génération, on était très institutionnalisé. On avait des écoles à part, on vivait à part, on vit encore à part dans des institutions. Alors, on vient de nos intersections plus tard, comme j'avais dit. Mais je trouve que les plus jeunes, les plus jeunes sont moins institutionnalisés parce qu'ils coupent nos services. C'est drôle à dire. C'est un des avantages de couper tous nos services. Ils sont plus intégrés. Ils vont dans des écoles avec tous les autres étudiants. Alors, ils sont plus éduqués. J'ai adoré mon école, mais j'ai pas reçu la meilleure éducation. Alors, ça, c'était un enjeu. Juste de recevoir une éducation, c'était un enjeu. De travailler, c'était un enjeu. Si on n'a pas d'éducation, comme personne en situation de handicap, trouver un travail, c'est impossible. Moi, je travaille pas parce que j'ai pas d'éducation. Physiquement, être une caissière, c'est impossible. Travailler pour minimum, c'est pas possible, c'est trop physique. Alors, ça, c'est un des enjeux. J'ai passé beaucoup d'années à m'accepter comme personne en situation de handicap. C'est un enjeu d'accepter ton handicap. La société, tous les films sont soit il faut se battre ton handicap, il faut dépasser ton handicap, devenir comme tout le monde, de traverser ton enjeu et retourner en santé. Mais c'est pour un handicap, ça ne marche pas comme ça. Un handicap, c'est permanent. Alors, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de nous accepter. Ce n'est pas de retourner en santé, c'est d'accepter l'handicap et de vivre avec. Mais
tu sais, la société nous dit non, c'est pas ça. Il faut que on retourne en santé, on retourne au travail. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Tu sais, je voulais retourner à mon travail, je voulais retourner à ma vie. Alors, j'ai vraiment, je me suis battue avec cette idée pendant des années avant d'accepter mon handicap. Et il n'y a personne qui va vous dire, vous avez un handicap. C'est drôle à dire, mais il n'y a personne qui m'avait dit, Tara, tu as un handicap. Tu sais, ils m'ont dit, oui, tu es malade, tu as une maladie, mais surtout sans avoir un diagnostic. Euh, il faut, moi, je me suis identifiée comme personne en situation de handicap. C'est moi qui m'avais dit, moi, oui, j'ai un handicap. Et c'est là où je me suis dit, oh, ben, comme une personne en situation de handicap, j'ai le droit au service. Parce que les services sont pour des personnes en situation de handicap. Alors, c'est vraiment un chemin très long. Et quand je me suis acceptée, c'était vraiment, ça me libérait. Je me suis dit, ben, oh my God, je vais jamais être comme Madame Tout le monde, Madame Monsieur Tout le monde. Je suis différent. Point final, c'est permanent. Je vais être différent pour le restant de ma vie. Alors, OK, peut-être je suis différent dans d'autres façons de ma vie. Et là, j'ai commencé à m'explorer. C'est de dire, ben, OK, peut-être ma sexualité, peut-être il y a d'autres choses où je suis différent. Et tout d'un coup, le monde est ouvert pour moi. Et là, tu sais, à l'âge de 40, j'ai commencé à explorer ma sexualité. Je suis encore en train de l'explorer. Je ne sais pas où ça va finir, mais je suis ouverte. Comme j'avais pas la permission, c'est drôle à dire, mais je me donnais pas la permission avant. Alors, pour moi, c'était un défi, mais quand j'ai dépassé le défi, c'était un atout. Ça me donnait la permission de dire, mais je peux être différente dans d'autres moyens et je peux me mieux connaître. Alors, pour moi, c'était vraiment la liberté, finalement. C'est le changement qui est difficile. C'est pas être en situation de handicap. En situation de handicap, c'est la communauté. Quand je rencontre une autre personne en situation de handicap, on se connaît tout de suite. On se comprend. Si j'ai besoin d'aide en public, je vais chercher une autre personne en situation de handicap. Alors, oui. Maintenant, je trouve que c'est un atout. Je me préfère comme je suis maintenant. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, on n'a pas les droits encore. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler dessus. Tu sais, on n'a pas le droit de choisir. Tu sais, on n'a pas l'égalité de mariage, où on habite. Les compagnies ont le droit de nous payer en bas du minimum. Tu sais, des choses comme ça. Mais à part de ça, tu sais, ça aussi, on travaille ensemble pour ça. Alors, ça, c'est un enjeu qu'on va dépasser un jour. Oui. Ben, merci, Tara. Merci pour ton cheminement unique. La deuxième personne, Marie-Pierre, c'est à ton tour. Bonjour, bonjour. C'est sûr qu'à cause du fait que ma paralysie cérébrale, qui, qui a des implications au niveau de ma démarche, et de ma motricité,
le fait de vivre la féminité, euh, ça, ça implique que c'est c'est pas capable, par exemple, de porter le maquillage. Puis, il y a le fait que mes postures orthopédiques, ils correspondent pas à mon identité de genre. Ça, c'est une autre défi problématique. Les lieux de rencontre sont pas accessibles. Puis c'est encore vrai depuis que j'ai plus de difficultés à marcher. Aller des lieux de rencontre des deuxièmes étages, c'est plus compliqué. Je peux, je suis resté longtemps low profile par rapport à ça, parce que ça a commencé dans mon adolescence, à la fin des années 60, où on se faisait pointer du doigt, on se faisait traiter de fou, de déficience intellectuelle. Puis, quand tu te rends compte que t'as une autre différence, en plus de ta paralysie cérébrale, ben, t'en parleras pas trop fort. Mais on dit toujours, ah, ça va passer, on essaie de mettre ça de côté. Et à un moment donné, on met tous nos vêtements poubelles, on dit on met ça en arrière. Mais le naturel revient toujours au galop. Fait que c'est ça. C'est ça. Je peux pas porter n'importe quel genre de vêtements non plus pour qu'ils soient faciles à enfiler. Bon, les perruques, il y a des problèmes à la placer, la peigner comme il faut. Ça veut quand même être crédible. Fait que c'est ça, là. Puis, j'étais rendu à mon âge à pogner retraite. Je pouvais plus garder ça pour moi, là. J'avais besoin d'aller au bout de ça. Puis c'est là que je suis rendu. Merci. Eh ben, est-ce que tu as terminé, Marie-Pierre? Oui. Oui. Isabelle, tu veux réagir? Ben, j'ai peut-être une question pour Marie-Pierre parce que vous venez de parler de quelque chose que j'ai entendu il y a plusieurs années à l'effet que les personnes qui ont une paralysie cérébrale
passaient pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Est-ce que vous croyez que au moins on a évolué un petit peu là-dessus au Québec ou c'est encore comme ça? Non, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à ça. Les vins sont capables de faire la part des pauvres. La seule raison, la seule chose que je me questionne, parce que dans mes premiers emplois, j'ai fait de la sensibilisation dans les écoles secondaires, les cégeps, quelquefois l'université. Mais est-ce qu'il y en a encore de la sensibilisation des écoles? C'est ça la question que je me pose. Tu sais, ça fait des années que j'essaie de dire que la paralysie cérébrale, c'est pas une maladie. Mais encore, les journalistes reviennent toujours avec ça. Mais on a beau mettre dans les dossiers de presse que c'est pas une maladie. Mais quand les articles sortent, c'est toujours écrit c'était une maladie. Puis ça, c'est pas quand on rencontre pas des gens dans la rue qui disent ah, j'ai tellement de peine pour toi, je m'en vais prier pour toi. Et là, c'est tabarouette, hey, on est en 2025, c'est quoi ça? Je sais pas si c'est un commentaire ou une question, mais je laisserai terminer la tour des panélistes. Est-ce que Geneviève, c'est une petite question rapide? Ouais, ben c'était juste pour réagir avec qu'est-ce que Marie-Pierre mentionnait, là. Moi, c'est une question simplement que je me demandais. Personnellement, tu sais, dans mes expériences de travail, là, j'ai vu que c'est vrai, effectivement, je suis vraiment d'accord avec elle là, dans l'idée qu'on associe beaucoup là, déficience intellectuelle puis paralysie, puis dans les services qui existent au Québec, exemple, puis je pense que c'est influé par le gouvernement, selon moi, là. Tu sais, les services qu'il y a, on a beaucoup, tu sais, les maisons de répit, par exemple, puis là, on va comme mettre les grandes étiquettes déficience intellectuelle, autisme, déficience physique. Fait que là, automatiquement, t'inclus le fait que t'es comme une maladie, tu sais, vu que c'est la catégorie, tu sais, de la résidence pour avoir le service. Donc, ils font ça pour pouvoir avoir des demandes budgétaires, tu sais, la PSOC, par exemple, des organismes communautaires. Fait que je trouve que c'est négatif, puis je trouve vraiment comme les associations, comme je pense, j'ai vu en arrière de votre nom, Madame Tremblay, l'association, je pense que vous travaillez justement dans ce côté-là, là, tu sais, dans la défense des droits, là. Je trouve que c'est vraiment important, tu sais, tout le monde qu'on travaille ensemble pour défendre justement ce côté-là, pour s'assurer d'amener que chacun a sa place, puis qu'on met pas des mauvais termes, puis parce que ça, Mm. c'est très péjoratif, là, tu sais, pour nos gens, puis aussi pour ce que les gens pensent de la population générale. Super. Ben, merci. On va continuer. Merci pour le commentaire. Je vais garder la question de Nathalie qui est dans le chat pour après. On va passer immédiatement donc à Marie-Pierre Freya. Oui, ben, je considérais qu'il y a plusieurs obstacles différents et tous reliés à plusieurs différentes identités qui, bon, justement, qui vont venir se mélanger ensemble. Euh, je dirais que
le défi que je suis le plus habitué à gérer, c'est ceux qui sont reliés au TDAH, parce que j'ai été diagnostiqué très jeune par mon TDAH et mon autisme s'est passé un peu sous le radar. C'est très récemment que je commence à mieux comprendre mon autisme. J'ai été diagnostiqué TDAH à 6 et 8 ans et j'étais sur l'Adderall jusqu'au cégep. Et ça a été très, très, très difficile quand j'ai décidé d'arrêter la médication pour des raisons personnelles j'avais de la misère à manger, à dormir, à me connecter à mes émotions. C'était très dissociatif quand même. J'arrivais à me concentrer, mais j'arrivais pas à vivre. Et donc, j'ai arrêté la médication et de me retrouver dans un monde où est-ce que j'ai maintenant mon TDAH qui est pas régulé et que j'ai pas d'outils non plus naturels pour apprendre à gérer cette neurodivergence-là. Et le défi que maintenant dans ma vie adulte que je commence enfin à avoir des outils à gérer, c'est l'inconsistance de l'attention et de l'énergie. Donc, je vais avoir des journées où est-ce que je suis extrêmement productive et concentrée, alignée avec mes objectifs, où est-ce que je vais être capable de faire tout ce que je veux, mais même aux dépens de ma santé physique. Donc, je vais me réveiller le matin et je vais gérer toutes les tâches que j'ai à faire dans la journée avant même de manger ou de boire de l'eau. Et je vais avoir vraiment la difficulté à prendre compte rendu des comment mon corps se sent. Et ça se mélange aussi avec l'autisme. Il y a beaucoup de personnes qui sont autistes qui ont de la misère à percevoir leur statut émotionnel et physique aussi. Donc, ça crée de la difficulté avec ça. Et il va y avoir d'autres journées où est-ce que je suis complètement incapable de me concentrer ou d'avoir la fonction exécutive pour commencer des tâches. Et évidemment, il y a des outils qui peuvent aider à ces deux problèmes-là, d'être trop concentré ou d'être pas assez concentré ou d'avoir trop ou pas assez d'énergie. Et je suis chanceuse parce que je commence à connecter avec certains de mes aînés qui sont aussi neurodivergents et qui partagent ces outils-là. Donc ça, c'est définitivement un facilitateur à cet obstacle-là. Et similairement avec mon autisme aussi, ça, c'est très, très, très nouveau. Ça fait à peu près 1 an que je le découvre, que je suis assez certaine que je suis autiste, que je bouge vers un diagnostic. Et ce que je me rends compte, c'est que ça explique beaucoup de mes comportements que je ne comprenais pas avant. De pourquoi je suis seulement capable d'être dans un centre d'achat pendant 2 heures et après ça, le reste de la journée, je n'ai aucune énergie, je suis aplati, je ne peux rien faire. C'est la surstimulation des sens qui est vraiment intense et qui vient complètement m'overwhelm. Et mon outil principal pour ça, c'est la musique. C'est de créer un endroit sécurisant, une bulle où est-ce que mes sens ne sont pas assaillis par le son et les sensations autour de moi. Mais dans ma situation même de proche aidance, quand je vais quelque part avec mes partenaires, il faut que je sois aux aguets. Et ça, c'est un autre point qui va venir à jouer. J'ai mes propres handicaps, mais j'ai aussi un besoin. Et ça, c'est ma proche aidance, c'est par choix. Donc, je suis très privilégiée là-dedans. Ou est-ce que c'est un choix que je fais d'être proche aidante, d'aimer les personnes que j'aime et d'être avec elles. C'est pas tout le monde qui choisit d'être en proche aidance. Des fois, il y a un accident, on se retrouve dans cette situation-là. Mais dans ma proche aidance, je dois être physiquement et émotionnellement prête à aider mes partenaires quand ils en ont besoin. J'ai besoin de conserver mon énergie. Et donc, on veut voir un petit peu le problème avec l'inconsistance de l'énergie quand j'ai besoin de cette consistance-là pour donner des soins. Donc, souvent, le défi, ça va être plus de gérer les autres choses dans ma vie qui vont demander cette énergie-là ou de créer des difficultés et de me conserver cette énergie-là pour être proche de les personnes que j'aime et de leur donner les soins dont ils ont besoin. Dans un autre angle aussi, il y a la question de la transidentité et de la queerness qui, à Montréal, en général, est très, très, très acceptée. Ma famille était très, très, très supportive dans ma transidentité et dans ma pansexualité. J'ai jamais eu de discrimination directe envers ça. Je l'ai pas vécu. Mais on a beaucoup de biais internalisés envers ça qu'on s'en rend même pas compte. Et donc, j'ai travaillé service à la clientèle et c'était une incompatibilité immédiate où est-ce que le mégenrage constant, surtout au début de la transition quand j'avais peu de résilience, créait presque un burn-out où est-ce que c'était
pénible et difficile de passer à travers la journée quand mon moral était constamment attaqué par le mégenrage accidentel par des étrangers qui n'ont aucune malintention. Donc, ces obstacles-là vont vraiment venir jouer ensemble. Et après ça, il y a des obstacles légaux aussi à l'épanouissement. Comme par exemple, je suis polyamoureuse et on a des plans éventuellement dans notre vie adopter des enfants, mais seulement 2 de nous vont pouvoir être des parents légaux. Et donc ça cause évidemment des problèmes dans la vie de tous les jours et en cas d'urgence aussi. Et on espère que les droits sur la non-monogamie avancent dans les prochaines années et ça peut des fois être des batailles assez difficiles à ce niveau-là. Et finalement, juste pour conclure, la transidentité et l'handicap physique, moi je suis pas handicapé physiquement, mais ça peut vraiment, c'est un problème qui est spécifique où est-ce que quand on a un handicap physique qui requiert des soins et que ces soins-là ne sont pas donnés par une personne avec qui tu as envie d'être intime nécessairement, cette perte d'intimité-là est très, très, très envahissante. Ou est-ce que cette transidentité-là, ça peut très bien causer un inconfort, ou est-ce qu'un corps qui est non gender non-conforming va être jugé ou maltraité aussi. Donc, il y a plusieurs manières dont ces identités-là peuvent causer des problèmes dans une vie, mais le facilitateur le plus important, c'est vraiment la communauté, c'est mes partenaires. Je suis proche aidante pour mes partenaires, mais mes partenaires sont proches aidantes pour moi aussi. Et c'est le cas de beaucoup de personnes queer qui sont proches aidantes et qui ne le réalisent même pas. C'est très, très, très commun. Donc, le facilitateur, c'est de trouver des personnes qui te comprennent, qui t'aiment, qui peuvent te soutenir et trouver ces outils, qui peuvent te partager leurs outils, d'avoir des aînés qui peuvent partager leurs connaissances, leur expérience, de trouver une communauté. C'est le facilitateur le plus important, dans le fond. Donc, c'est ça. Merci, Freya. Je vois des questions dans le chat. Je vais laisser terminer le tour. Il nous reste 2 personnes. On pourrait faire un panel de 3 heures. Je pense que ça suscite beaucoup. Il nous reste 20 minutes, fait que je vais laisser la parole à nos 2 personnes, puis on va revenir avec ce qu'on peut répondre dans le chat après. Donc, on est rendu à Lilia. OK. Différents défis. Bon, je pense que un de nos défis généraux en tant qu'être humain, mais là, je vais parler comme à partir de mon intersectionnalité. Le premier défi, c'est l'autoconnaissance. De se connaître et de se comprendre. Donc, comme déjà les panélistes l'ont exprimé aussi, c'est dur de comprendre pourquoi et de renoncer à des choses qu'on voit, soit qu'on faisait déjà avant que notre handicap s'accentue ou se développe ou qu'on l'acquiert. C'est très dur d'accepter. Et ça, avec le temps, j'ai appris que c'est un défi de tous les êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle on est en vie. L'autoconnaissance, c'est le but d'être ici. Mais on est comme là, rendu à un handicap et à une intersectionnalité, on n'a plus le choix. On est confronté à l'accepter. On ne peut laisser passer, non, on doit le faire. Et après, plus on est ouvert, ou plus, peut-être, plus on est blessé, parce que des fois, ça devient une force. Ça devient une force, ça devient une richesse. Et là, c'est là où aussi la difficulté s'accentue parce que la société n'a pas fait cet exercice sur soi, de se connaître, de se comprendre et de savoir l'importance qu'il y a de s'entraider entre sociétés, on est une humanité. Ça ne devrait pas avoir de différence, tu es un homme, tu es une femme, tu es handicapé, on est des êtres humains. Donc, aujourd'hui, grâce à la société qui m'a accueillie, peut-être, oui, je me sens forte
Mais je réalise aussi que même si le Québec est une société qui a avancé beaucoup, mais qu'il y a encore des préjugés, qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore, que oui, que moi, là, si je réponds aussi à difficulté, oui, il y a les préjugés, beaucoup, beaucoup de préjugés. Là, c'est un peu mon rôle aujourd'hui de parler aussi de l'intersectionnalité du fait d'être immigrante. Donc, là, je fais face et là, je veux le dire, je vais aussi le dire, même des fois dans des milieux de personnes handicapées, il y a des préjugés envers l'immigration. On n'est pas exempt de cette perception. Ou dans les milieux de la santé, ah, vous êtes venu ici parce que vous cherchiez, vous aviez besoin de services. Ah, les gens ne savent pas qu'il faut travailler pour pouvoir bénéficier de certaines choses. Et les gens croient qu'on arrive ici parce que dans nos pays, on est démunis des choses, qu'on est des grosseurs, qu'on vient profiter du système, entre autres. Et quand on a, des fois aussi dans des milieux, ben, je l'ai déjà dit, dans des organismes, oui, ben, moi je suis j'ai une nouvelle relation de pas très longtemps avec une personne handicapée. Et donc, on met en question aussi la légitimité de ma relation avec cette personne. Ah oui, ah oui. Donc, une Mexicaine handicapée, c'est un peu suspect qu'il rencontre aussi un homme handicapé. Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Les gens ne connaissent pas l'immigration, donc, ah, elle veut les papiers. Ils ne savent pas mon statut, mais juste à me voir, il sait tout de la légitimité de ma relation. Et mes défis quotidiens, oui, là, je connais mes forces, je connais ma richesse, mais c'est difficile pour moi d'avoir un travail. Je connais maintenant ma richesse, je parle 3 langues, j'ai redéveloppé une résilience, mais physiquement, je ne peux pas faire grand-chose à part enseigner les langues ou traduire de la maison. Toutes mes opportunités, tout ce que je pourrais faire, c'est physique. Et déjà aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, beaucoup de travail que je faisais, traduction, tout ça, là, la technologie nous dépasse. Donc, mes contrats sont à chaque mois ou chaque semaine plus courts parce que maintenant, les entreprises préfèrent l'intelligence artificielle que de prendre quelqu'un qui peut corriger un texte. Donc, on se fie à ChatGPT. On n'a plus besoin d'une personne, de l'être humain qui puisse faire les échanges et créer des liens et comprendre les enjeux qui peuvent vivre les personnes impliquées dans les audiences ou dans les échanges cliniques, etc. Et je vais me permettre aussi de répondre un petit peu à une des questions qui a posé Nathalie Marcotte. Ah ben, Lilia, on va attendre. Juste parce que je vais juste dire que Vas-y. pour moi, être inclusif, c'est un peu comme le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas une destination, mais c'est un chemin. Donc, pour moi, un système inclusif, oui, c'est une utopie, mais c'est nécessaire qu'il existe cette utopie parce qu'on peut pas, rien n'est, on ne peut pas garantir que les acquis qu'on a aujourd'hui, on va les garder, que toutes les personnes qui se sont battues pour les droits, ça va rester avec tout ce qui se passe dans la planète, ça pourrait reculer. Donc non, ça va pas être jamais parfait ni idéal, mais il faut continuer, il faut continuer. Merci. Merci, Lilia. Naomi, s'il te plaît. Moi, j'ai beaucoup parlé tantôt, puis ça englobait un petit peu la question, fait que je parlerai pas longtemps. Je pense que le seul truc que je rajouterais, là, ça serait à tout le monde, parce que j'aime ça passer des messages aussi à travers mes expériences personnelles. Ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est de faire attention à ce que vous dites. Tu sais, quand je disais que j'ai pas honte de dire mon passé parce que je veux pas, tu sais, que ça soit tabou,
j'ai fait autrefois des tentatives de suicide pour la simple et bonne raison que la culpabilité due à mes maladies était énorme. Des fois, c'est pas mal intentionné, c'est juste des petits mots un peu comme, mettons, ma conjointe qui m'a déjà dit, ouais, mais tu sais, arrête de me demander plein d'affaires, je suis pas ton petit chien, ou bien mon père qui est comme, ouais, mais je t'ai demandé de m'aider, puis comme d'habitude, tu l'as pas fait. Tu sais, c'est pas, je pense pas que c'est mal intentionné, mais on dirait que la tasse, à un moment donné, elle devient pleine de ces petits mots-là. Tu sais, ça commence petit, puis ça finit comme une boule de neige, ça finit énorme. Puis c'est ça qui m'a amené autrefois à trouver ce genre de solution-là, à être en détresse émotionnelle. Donc, vraiment, c'est juste de faire attention. Même si la personne, elle a 27 ans, elle a l'air d'être en forme, puis tout ça, tu sais, ça aussi, on me l'a souvent dit. Ah, mais tu sais, à ton âge, là, t'es correct, tu sais, t'es encore capable. Attends d'avoir mon âge, tu vas voir 70 ans, tu vas vraiment avoir mal, puis non, non, s'il vous plaît, on se tape déjà suffisamment sa tête comme ça pour qu'on en rajoute une couche, tu sais, c'est juste ça. C'est de faire attention à ce qu'on dit, puis d'aimer ses proches, puis d'avoir de la compassion. Merci, Naomi. Vous comprenez que ceux qui me connaissent, j'aurais 10 000 questions à poser. On pourrait vous garder toute l'après-midi. Mais je vais revenir avec la question de Nathalie pour que tout le monde, ceux et celles qui veulent y répondre. Dans le fond, diriez-vous qu'une personne n'acceptant pas ou n'intégrant pas toutes ces intersectionnalités ne peut percevoir l'acceptation des autres, se sentir réellement incluse dans la société? De plus, la grande question, le concept de société inclusive, est-il une illusion, une utopie? Donc, il y a beaucoup de questions. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est important pour vous d'intégrer toute votre intersectionnalité? Freya, tu voulais... Vas-y. Je pense que la question a un peu un problème de viser la perfection. Essentiellement, que une personne... comprendre ses identités, c'est un chemin et une personne ne doit pas nécessairement être à la fin de son chemin pour se sentir accepté par les autres. Mais c'est sûr mettons qu'une personne ne connaît pas toutes ses identités ou une personne qui ne sait pas qu'elle est autiste ou une personne qui ne sait pas qu'elle est trans ou qu'il y a un handicap dans le futur aussi, peu importe la situation. On n'est jamais que cette acceptation-là, elle peut se sentir acceptée, mais aussi se sentir isolé sentir qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais ne pas savoir d'où vient la cause. Après ça, le concept d'une société inclusive, parfaitement inclusive, oui, c'est une utopie, mais c'est un but à atteindre. Et il n'y a pas une question de c'est-tu possible, c'est-tu pas possible. On s'en fout si c'est possible ou non. Le but, c'est de travailler vers ça ensemble, puis de s'y rendre le plus proche qu'on peut. Donc après ça, si c'est possible, si c'est pas possible, c'est pas important. Tant que c'est mieux qu'hier, c'est ça qui compte. Et une personne qui ne comprend pas ou qui n'accepte pas toutes ces intersectionnalités, c'est sûr qu'elle va avoir plus de difficultés qu'une personne qui se comprend entièrement. Mais ça vient avec l'introspection interne de base. Une personne qui se comprend entièrement va se sentir plus facilement acceptée ou va trouver des personnes qui l'acceptent. Ça, c'est important aussi, c'est de trouver tes personnes, de trouver ta communauté ou tes communautés. Il peut y en avoir plusieurs. Et une personne qui ne se comprend pas va évidemment avoir des difficultés supplémentaires. Très inspirant. Est-ce que d'autres panélistes veulent réagir? Lilia, tu veux réagir? Oui, je voulais juste ajouter, mais pour confirmer ce que les panélistes ont déjà dit, oui, en effet, le milieu plus aidant, ce qui est le plus, c'est d'avoir un réseau. Et oui, ça résonne en moi ce que vient de dire Freya. Oui, après l'introspection, on se connaît, on connaît sa valeur et on attire les gens qui t'acceptent et qui te comprennent. Mais l'idéal, c'est que ce ne soit pas juste des personnes avec un handicap. La société en général, ça serait vraiment humain et ça serait vraiment nécessaire. Donc, oui, mais c'est ça, il faut s'approcher du bon gens. Oui, les personnes qui ont les mêmes défis et problèmes que nous, mais aussi la société en général. Les gens
normaux. Merci. Tara, tu veux ajouter quelque chose? Oui, ben, comme Naomi disait tantôt, on reçoit beaucoup de jugements comme personne en situation de handicap. Tu sais, dans mon cas, j'ai la douleur, j'ai la fatigue et ça change de jour à jour. Alors, je peux dire, OK, on va faire quelque chose vendredi. Vendredi s'en vient, puis je suis trop fatiguée, je ne peux pas. Et si je ne m'accepte pas, je vais me forcer à le faire. Je vais être trop gênée de dire, écoute, je ne suis pas capable, je vais essayer. Déjà, je cache beaucoup de mon handicap parce qu'il n'y a pas personne qui veut écouter mon histoire de douleur tout le temps. C'est fatigant. Alors, je dois cacher beaucoup de mon handicap. Mais si je m'accepte, j'ai l'estime de soi de dire, écoute, pas aujourd'hui. Je ne peux pas, mais peut-être la semaine prochaine et je me sens pas mal. Ou whatever, tu sais, n'importe quoi, quand quelqu'un me juge, puis ça m'arrive, tu sais, moi aussi, beaucoup je prends des opioïdes. Il y a beaucoup de jugements que j'en ai reçus pendant des années parce que j'en prends, tu sais, j'ai la douleur. Euh, Presque tout le monde dans mon entourage a quelque chose à dire. Mhm. Si je m'en accepte pas comme je suis, tu sais, d'entendre tous les commentaires tout le temps. Et quand je sors de ma maison, il y a le regard de tout le monde en public. Tu sais, être en situation de handicap en public, ça veut dire que tout le monde vous regarde tout le temps. Ça prend d'une très forte estime de soi. Alors, il faut s'en accepter juste pour vivre tout ça tout le temps. C'est tout le temps. Ça, tu sais, on n'a pas de jour de congé d'être en situation de handicap ou toutes nos autres intersectionnalités. Alors, il faut s'en accepter ou on va tomber en dépression. Mm. Alors, il faut s'aimer. Oui, très bien dit, Tara. Pour terminer, il nous reste déjà 5 minutes, ça passe si vite. La question, elle est rapide, en fait. Je vous donne le mot de la fin. On fait une dernière tournée, vous avez 1 minute. Mettons 45 secondes. Pensez au message que vous voulez envoyer aux personnes qui vivent avec une intersectionnalité. Euh, Vous avez 45 secondes. Commençons avec Marie-Pierre. Bon, les barrières qu'on rencontre sont pas mal architecturales, esthétiques ou psychologiques. Des fois, c'est des barrières qu'on se met nous-mêmes. Il y a ça aussi de bien important. Et moment donné, il faut se donner la permission d'expérimenter. Je vais m'arrêter là. Ben, c'est un très beau punch. Merci, Marie-Pierre. Là, j'ai perdu mon ordre. Frégua. Oui, trouvez d'autres personnes comme vous, trouvez des communautés qui vont vous comprendre et vous accepter et vous aider. Et en retour, aidez le plus que vous pouvez, ça va vous faire du bien aussi. Naomi. Je vais profiter du fait que le message de Freya était très, très, très court pour pouvoir faire ma petite pub. Non, mais quand on parlait de communauté, tout ça, je voulais juste dire aux gens, tu sais, que dans la Mauricie, je suis dans l'obtention d'avoir mon organisme à but non lucratif. Ce que j'aimerais fonder, moi, ce serait un café de chat, parce que mon épouse a fait déjà du refuge d'animaux. C'est pour ça là, que j'ai un zoo à maison, là.
mais on aimerait beaucoup faire de la zoothérapie, d'ouvrir le café pour des personnes en situation de handicap, que ce soit mental, physique, tout ça. Fait que restez à l'affût. Je risque probablement de le fonder bientôt. Je suis dans les études pour. Fait que, tu sais, je pense à aussi un petit rapport avec la communauté, tout ça. Fait que vous serez bienvenus. Une pub tout à fait acceptable, Naomi. Lilia, Bon, je dirais tout d'abord aux panélistes, les gens que vous représentez ici aujourd'hui, mais que vous n'êtes pas seuls. On n'est pas seuls. Et il faut chercher, continuer à chercher. Et que tout ce qui nous caractérise a une valeur très, très importante, une grande valeur. Et que on n'a pas besoin, on a le droit de ne pas aller si vite, on a le droit d'aller tranquillement, on a le droit de tomber, de se relever. Euh, donc, c'est ça, la solidarité et il y a une mission. Je vois dans tout ça une mission humaine dans le parcours de tout être humain et oui, aussi dans les personnes handicapées. Et le message aussi pour les organismes comme celui qui dirige cette conférence, continuez à faire entendre les voix. Merci. merci Lilia. Ben, Tara, tu as vraiment le vrai mot de la fin. Ben, je vais avoir un petit mot après, mais le vrai mot, c'est toi qui l'as. Oh boy, no pressure. Ben, je pense que je vais répéter que tout le monde dit que la communauté, c'est très important. Tu sais, être seul, c'est pas facile. J'avais fait une étude hier qui disait que les personnes en situation de handicap LGBTQ sont seules, qu'on n'a pas beaucoup d'amis, c'est plus difficile pour nous. Alors, c'est encore plus important pour nous d'avoir une communauté, un entourage, surtout après l'âge de 40. Alors, pour les jeunes, non, c'est encore important, surtout dans l'âge des ordinateurs, puis AI et tout ça. Tu sais, c'est non seulement les personnes en situation de handicap, mais c'est très important d'en avoir une communauté qui nous comprend. Parce que, tu sais, je trouve que j'aime bien mes alliés, mais je vous adore tout le monde, merci pour être ici, mais on se comprend entre nous, on a besoin de cette compréhension. Puis, alors, merci d'être là, tout le monde, et de nous comprendre un petit peu plus qu'avant. On l'apprécie beaucoup. Ben, merci pour ce très beau mot de la fin. Merci à tous nos panélistes. Je vous invite à rester, là, quand le monde va rester, les panélistes, là, je parle. Je vous remercie au nom de la CRIF qui a organisé cette rencontre. Merci à notre chère directrice, Isabelle, qui est là ce midi. Elle voulait être discrète. Elle est là. J'ai mis dans le chat un petit lien pour l'appréciation, parce que moi, j'ai le goût d'en faire d'autres, mais il faut que vous me le disiez si ça vous tente d'autres. Je pense qu'on aurait pu creuser encore 3 jours de temps avec nos panélistes. Des fois, on n'a pas le choix de s'arrêter là, mais merci vraiment, merci à vous 5 de votre partage, d'avoir été aussi ouverte. Donc, ben, je vous souhaite sur ce un très bel après-midi de beau temps, j'espère, dans votre coin. Et on se revoit, j'espère, bientôt. Je vais arrêter l'enregistrement.